Bonjour tout le monde, bienvenue en deux tickets. Je m'appelle Sabrina Caron et je suis bien contente de vous retrouver. Cependant, je dois vous dire que Jean-François Janel a décidé de quitter le balado. On peut comprendre, il est pas mal occupé avec sa ferme, avec le SIAC, sa famille. Alors, je voulais prendre quelques secondes pour remercier Jean-François de sa participation. J'ai eu bien du plaisir avec lui. Et je serais pas surprise qu'on le réentende en quelque part à un moment donné. Vous allez le croiser, c'est sûr. Maintenant, on en perd un, mais on en gagne un. Je suis bien contente d'accueillir René Dutil dans l'équipe Bande de traite. Bonjour René, bienvenue dans l'équipe. Merci Sabrina. René Dutil, moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Tu as une ferme laitière, c'est situé où? Peux-tu nous expliquer ça? Oui, une ferme laitière à Saint-Anselme, dans Bellechasse. Grosso modo, c'est situé à une demi-heure au sud de la ville de Québec, l'autre côté du fleuve. Québec étant pas du même bord du fleuve que moi, à mi-chemin entre Québec et Sainte-Marie, grosso modo. Ferme laitière, à peu près 150 vaches à la traite avec 3 robots. J'ai 2 filles. Ma plus vieille, Mireille, a terminé l'ITA il y a quelques années. Maintenant, co-actionnaire avec moi. Puis la plus jeune, Frédéric, qui est à l'ITA à sa dernière session, puis se dirige en agroéconomie pour l'automne 2024. Puis moi, ça fait un petit bout qu'on se connaît, c'est ça. Puis on se parle. On a un messenger, je pense qu'on peut le dire. On a un messenger avec un autre producteur, puis on se parle, on s'agace pas mal à tous les jours. Régulièrement. René, toi, on ne dira pas ton âge, là, mais ça fait une couple d'années que tu es établi, c'était la ferme de tes parents. T'avais-tu étudié en agriculture aussi? Oui, je suis allé de reculons à l'ITA parce que chez nous, on était 6 filles, 2 gars. J'étais le plus vieux des gars. Fait que, bon, je me sentais un peu obligé de prendre la relève, mais quand j'arrivais à l'ITA, j'ai pogné la piqûre de l'agriculture. Puis, c'est ça. C'est là que j'ai pogné la passion, puis à côtoyer du monde qui était juste en agriculture versus la polyvalente où le monde sont de différents milieux. Là. Fait que 85-88 à l'ITA Saint-Hyacinthe, puis mes 2 filles sont allées à la même école. Question de s'éloigner un peu de la ferme. Tu as dit que tu étais rendu avec une 150aine de vaches puis 3 robots de traite, mais c'est quoi l'évolution de ta ferme là, de quand tu es arrivé à versus aujourd'hui? Mettons, quand j'étais à l'ITA, on avait un bassin 600 gallons. Puis, En quelle année? 85 à peu près, là. Puis on tirait. Tu sais, mes parents étaient quand même passablement avant-gardistes. Là. Ils ont été dans les premiers à avoir des silos, premiers à avoir des pipelines, tout ça. Quand on regarde ça en arrière, tu te dis, mon Dieu, il se faisait pas beaucoup de lait, mais dans le temps, c'était gros lait. Ils tiraient 48 vaches. Puis à l'année, on était au lait nature. Puis fait qu'avec les années, on est passé d'un bassin de 600 à 1000, à 1600, puis là, à 3000 gallons qu'on remplit pas mal plein. Puis, on fait pas beaucoup de grandes cultures. Là. Les terres sont quand même assez rares dans le coin. Fait qu'on fait les besoins de la ferme au niveau des fourrages. Puis, ça ressemble à ça. 2 travailleurs étrangers qui parlent français. On est chanceux. Fait que ma fille s'occupe de la régie de troupeau. Puis moi, j'essaie d'être un petit peu partout, combler les trous. Excellent, René. Maintenant, je vais te laisser annoncer le sujet du jour à nos auditeurs. Oui. Sabrina, les producteurs laitiers du Canada ont tenu leur conférence politique annuelle il y a quelques jours. Ils ont eu droit à plusieurs présentations et on a pensé inviter un des conférenciers pour parler de ce qui s'en vient pour le marché laitier au Canada en 2024. Alors, merci d'être à l'écoute entre deux traites.
Notre invité est un économiste spécialisé dans le secteur agricole. Il est responsable de l'analyse des politiques chez les producteurs laitiers du Canada. Maxime a étudié l'économie agricole à l'Université Laval, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise. Il est également titulaire d'un diplôme en production animale de l'Institut Technologie agroalimentaire. Maxime Collette, bienvenue à Entre deux traites. Merci de me recevoir. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Commencer, Maxime, parle-nous de toi un peu. Tu n'es pas tombé dans l'industrie laitière par hasard, si je comprends bien. Effectivement, en fait, j'ai grandi sur une ferme laitière et de grande culture. Donc, j'ai toujours été impliqué dans l'agriculture, que ce soit sur la ferme, à travers mes études, puis maintenant d'un contexte professionnel. Donc, non, ça fait vraiment partie de ma vie. Et ça depuis le début, là. Quel genre de ferme que c'était? Puis est-ce que c'est toujours dans la famille? En fait, c'est une ferme laitière et de grande culture. Donc, on a dans les dernières statistiques de la ferme familiale, je pense, c'est aux alentours de 85 vaches. Puis, ils ont également de la grande culture, donc orge, soya, maïs et en fait les fourrages pour nourrir les animaux. Puis en ce moment, c'est mon frère qui reprend la relève, donc on est vraiment content que ça reste dans la famille, là. Maxime, parlons de chiffres maintenant. Je pense que c'est ta spécialité. Est-ce que, avec la croissance démographique qu'il y a eu au Canada l'année passée, là, on parle de plus d'1 million de nouveaux arrivants canadiens. C'est quoi l'impact sur les marchés des produits laitiers que ces nouveaux consommateurs potentiels là, ont? C'est une bonne question, c'est ça. En 2023, comme tu expliquais, il y a eu une hausse assez significative. On parle d'environ 3% de croissance de la population. Puis, en fait, un taux de croissance de cette amplitude, ça a été observé la dernière fois en 1958. Donc, ça faisait vraiment quelques décennies que ça n'avait pas été aussi important en termes de croissance de la population. Donc, croissance de la population signifie plus de bouches à nourrir. Puis au final, c'est positif en fait pour la production de produits laitiers ou la production laitière à la ferme parce qu'on va devoir l'augmenter pour nourrir ces nouveaux Canadiens. L'une des grosses questions politiques et économiques pour 2024, ça demeure l'inflation. En termes d'inflation alimentaire, comment les produits laitiers se comparent-ils aux autres catégories alimentaires? C'est une excellente question. Lorsqu'on regarde la moyenne de 2023, la catégorie des aliments là, au niveau de l'indice de prix a augmenté de 7,5 % par rapport au niveau de 2022. Au niveau des produits laitiers, la hausse a été un peu moins élevée. On parle d'une croissance de 6,5 % par rapport à l'indice de prix des produits laitiers en 2022. Toutefois, lorsqu'on regarde les données de décembre, les données disponibles, au niveau mensuel, on voit que les produits laitiers, la croissance a le ralenti. Donc, on est rendu à 3,5 %. C'est le même niveau de croissance que l'inflation générale, donc qui est à 3,4 %. Alors que les aliments, eux, ont ralenti aussi en termes de croissance, mais on est encore à un niveau on est dans un 5 % de croissance. Donc, on est encore dans un niveau de croissance significative. Donc, les produits laitiers continuent de ralentir en termes de croissance, puis on le voit là, dans les dernières données disponibles, ce qui est une bonne chose, en fait, pour nos consommateurs. Dans le fond, le lait et ses produits, là, fromage, etc., demeure un produit, un aliment qui est très nutritif et compétitif au niveau des prix. Par rapport aux habitudes de consommation, on parle souvent avant la pandémie, pendant la pandémie, puis après la pandémie. En 2023, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant la pandémie, justement? C'est une bonne question. En fait, on a évalué la part du revenu disponible, donc c'est vraiment le revenu après impôt, après d'avoir enlevé l'impôt.
Puis les dépenses alimentaires représentent environ 15 % en 2019 du revenu disponible. Donc, 15 % de notre revenu disponible servait à rembourser nos dépenses alimentaires, que ce soit à la maison à travers les factures d'épicerie ou en dehors de la maison, donc rembourser nos factures de restauration, par exemple. Durant la pandémie ou durant les années pandémiques, on a vu une diminution des dépenses alimentaires par rapport au poids, dans le fond, dans le revenu des dépenses alimentaires. Ça s'explique par le fait qu'il y avait moins de consommation en dehors de la maison durant les années en pandémie. Puis, en fait, c'est pour ça que ça avait diminué. Dans les dernières données récentes, en 2023, on est revenu à un même niveau qu'en 2019, à 15 %, donc du revenu disponible qui servait à rembourser nos dépenses alimentaires. Toutefois, depuis 2019, les prix des aliments ont augmenté de 23 % alors que le revenu disponible a augmenté de seulement 16 %. Donc, il y a une disproportion en termes de croissance des aliments par rapport aux revenus. Puis, pour maintenir une part des dépenses dans le revenu disponible à 15 % les consommateurs ont consommé différemment en 2023 par rapport à 2019. C'est plus d'achats fait à rabais. On a observé aussi des gens substituer de produits à plus haut prix vers des produits à moins haut prix, mais des produits différents. Titre d'exemple, si je prends le bœuf, il y a eu de la substitution vers le porc. Donc, ce genre de truc qui a été observé. Également, substitution en termes de qualité. Quand je parle de qualité, c'est vraiment déjà une substitution vers des produits à valeur ajoutée, vers des produits plus standards. Puis finalement, aussi un peu moins de gaspillage alimentaire, là, qui est une des stratégies qu'on a entendues. Donc, c'est vraiment un contexte différent en termes d'habitude de consommation par rapport à 2019. Mais si je peux poursuivre, en fait, au niveau des produits laitiers, si on regarde 2023 par rapport à 2022, au niveau de la consommation totale, puis 2023, c'est une année où l'inflation, comme je l'expliquais, était élevée. On a vu une diminution par personne. Si on regarde vraiment la consommation personnelle, on a observé vraiment une diminution par personne des différents produits laitiers, à l'exception du yogourt. Comme je l'expliquais, les gens gèrent leurs revenus, leurs dépenses de la meilleure façon qu'ils peuvent. Mais au final, c'est ça, il y a une diminution. Mais comme je l'expliquais précédemment, avec l'accroissement de la population qui a été forte, oui, même s'il y a eu une diminution par personne des produits laitiers, avec plus de personnes qui en ont consommé, cela a permis d'emmener la consommation totale en zone positive. Donc, il y a seulement le beurre, en fait, que les ventes totales ont diminué là, par rapport au niveau de 2022. Là. Les gens, évidemment, sont très curieux de savoir ce qui s'en vient pour les prix. Quelles évolutions de prix sont attendues pour les produits laitiers en 2024? C'est une très bonne question. Donc, comme on voyait avec les dernières données en 2023, au niveau de décembre, il y avait un ralentissement, mais ce ralentissement-là devrait se poursuivre. Donc, comme vous avez sûrement su, à la ferme, la hausse de prix attendue qui était habituellement observée au 1er février, elle a été repoussée au 1er mai. Donc, de février jusqu'à avril, il n'y aura pas d'augmentation de prix à la ferme par rapport à l'année précédente. Donc, ça sera de voir si, au détail, on va voir un niveau de prix qui est stable ou si on va voir une augmentation des prix. Parce que les détaillants ou les transformateurs, eux, peuvent décider d'augmenter. Ça sera à voir là, quand on aura les données. Mais tout ça pour dire que on s'attend vraiment à ce que ça augmente pas à 3,5 %, là, qu'on soit encore dans un phénomène de ralentissement, là, qu'on continue de ralentir par rapport à décembre 2023. Là. Parlant des prix de détail, est-ce que les prix des produits laitiers sont-ils plus élevés au Canada qu'aux États-Unis? Il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les médias sociaux. C'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? C'est une excellente question. Puis, en fait, malheureusement, ce mythe-là va toujours perdurer parce que quand on regarde, souvent les gens regardent les prix au détail en dollars américains sans appliquer le taux de change, puis nécessairement, on pense que c'est moins cher.
Et quand on fait l'exercice d'appliquer, de ramener en dollars canadiens les prix américains, on se rend compte, puis on fait l'exercice à chaque année. En fait, on a des données qu'on achète auprès de la firme Nielsen. Puis on se rend compte à chaque année qu'il y a des produits laitiers qui sont moins chers au détail du côté canadien. Donc, cette année, c'était la crème, le yogourt et même le beurre était moins cher au Canada par rapport du côté américain. Puis, tu sais, il faut le rappeler, là, la production américaine, c'est 11 fois supérieure à la nôtre. Ils fonctionnent dans un marché libéralisé. Puis, au final, leurs consommateurs payent plus cher pour la crème, le beurre et le yogourt. La crème, le beurre et le yogourt. Ça démontre que la gestion de l'offre n'emmène pas des prix plus élevés pour les produits laitiers au niveau des consommateurs canadiens. Quand on se compare à un marché libéralisé, les Canadiens ont payé moins cher pour les 3 produits laitiers que je nommais. Là. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe. Il y a beaucoup de concurrence dans l'agroalimentaire. Les gens se font offrir toutes sortes d'alternatives. Comment l'émergence des boissons végétales affecte-t-elle nos ventes de lait? Puis est-ce que c'est toujours en croissance, la consommation des boissons végétales? C'est une bonne question. C'est ça. Au niveau des boissons végétales, on a l'évolution là, depuis 2013. C'est un produit qui gagne en part de marché. On est dans la catégorie lait et boissons végétales. Donc, de 2013 à 2022, ça a bel et bien augmenté en part de marché. Toutefois, en 2023, on a vu une première fois une contraction, en fait, de la part de marché des boissons végétales. Puis, c'est pas seulement au niveau du commerce du détail, on a également observé ce phénomène dans on appelle ça le marché du HRI, là, hôtel, restaurant et institutions, qui est vraiment le marché du service alimentaire. Donc, également ici, même phénomène, première fois qu'on observe une contraction. Puis, en fait, ça s'explique par le fait que les boissons végétales sont en moyenne vraiment plus chères que le lait. Là, on parle de 2,47 $ en moyenne par litre par rapport à 1,98 $ par litre pour le lait. Donc, comme je le répète, on est dans un contexte inflationniste au niveau des aliments. Puis, en fait, le plus haut prix a eu un impact là, sur certaines décisions de consommateurs. Là. Donc, est-ce qu'on vend vraiment moins de lait? Pardon? Est-ce qu'on vend vraiment moins de lait à cause des boissons végétales? En fait, c'est sûr que ça a un impact. On l'avait calculé avant la pandémie. En 2017-2019, on évaluait que c'était 20% que ça représentait la cannibalisation des boissons végétales par rapport au lait. En fait, je l'explique, on évaluait la baisse en litres du lait, puis on évaluait la hausse en litres des boissons végétales, puis ça venait juste combler 20% de la hausse, de la baisse en fait en litres de lait. Fait que les boissons végétales, ils font mal, mais c'est pas le premier élément qui contribue à la diminution de la consommation du lait. Là. C'est vraiment des aspects démographiques tels que le vieillissement de la population, une population qui se diversifie. Fait que ça, c'est vraiment des éléments qui ont plus de poids puis qui en fait ont un impact sur la diminution du lait. Les boissons végétales sont une des raisons, mais comme je l'expliquais, c'est pas c'est un des éléments, puis c'était estimé à 20% de 2017-2019 au niveau du commerce du détail. Là. Donc oui, c'est moins de lait, mais ça remplace pas l'ensemble du lait perdu, si je pourrais dire ainsi. Au niveau des importations, est-ce que les accords de libre-échange et les concessions commencent à se faire sentir? Puis les importations de produits laitiers vont continuer de croître dans les années à venir, j'imagine? C'est une excellente question. Oui, les importations se font sentir. Dans le fond, c'est certains accords sont arrivés en maturité au niveau du marché, au niveau de l'accès au marché canadien.
Donc, l'entente entre le Canada et l'Union européenne ont atteint leur maturité en termes d'accès en 2022. Donc, depuis ce temps, leur niveau d'accès reste stable là, par rapport au niveau de 2022. C'est des accès qui sont remplis, donc ces quantités au niveau de l'accès du fromage, c'est du fromage qui est enfin importé, donc ça fait mal au niveau de la production laitière canadienne. En fait, c'est des fromages qu'on aurait pu produire ici. Donc, c'est de la production en moins à la ferme. Est-ce que ça va continuer de croître? Comme je l'expliquais, on a 2 autres ententes là aussi qui sont arrivées. Une qui est arrivée à maturité en 2023, c'est l'entente entre le Canada et les pays du Pacifique. Donc, on a atteint la quasi-maturité. Par la suite, la croissance de l'accès va augmenter, va ralentir à 1%. Donc, on atteint comme un niveau de maturité dans cette entente. L'entente entre le Canada, États-Unis, Mexique, la quasi-maturité, elle va arriver en 2025. Elle va être atteinte en 2025. Par la suite, le niveau d'accès va ralentir en termes de croissance à 1%. Donc, à partir de 2025 pour le fromage ou 2024-2025 pour les produits qui sont sous année laitière, on va commencer à avoir des niveaux d'accès ralentir en termes de croissance ou une stabilisation de l'accès, comme je l'expliquais, là, qui va augmenter à peu près de 1% dépendamment. Là. Mais c'est ça c'est à observer bientôt, je dirais. Là. Donc, 2025-2026, là, dépendamment si on prend tous les produits laitiers qui ont été concédés dans différents accords. Là. En terminant, Maxime, dirais-tu qu'en général, l'industrie laitière est en bonne santé? Le marché des produits laitiers va dans la bonne direction? On est positif pour terminer l'entrevue? Oui, on est positif. En fait, la production laitière continue d'augmenter. La demande en produits laitiers continue d'augmenter. Donc, c'est de bon augure. On a la chance au Canada de pouvoir compter sur une industrie laitière qui est solide, qui offre des produits de qualité avec des normes rigoureuses. Donc, non, on va vraiment dans la bonne direction. Là. Ça, je vous laisse sur une note positive. Ben, merci Maxime d'avoir été avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Bon, René, premier podcast de terminé. Comment tu as trouvé ça? Tout est nouveau pour moi. Je n'ai fait un l'année passée sur un autre, avec un autre de mes amis. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, mais en tout cas, à force d'en faire, je vais être moins pas bon. Ou meilleur. Ou meilleur, c'est ça. Puis, à part les ennuis techniques là, qu'on a quelquefois, là, ça a bien été. Là, je suis pas inquiète pour toi. Là, on va juste s'améliorer. On s'améliore tout le temps. On est comme un bon vin. Alors, René, la glace est brisée. On vient de terminer le premier enregistrement. Comment tu as trouvé ça? Ah ben tout est nouveau pour moi. Là. C'est pas quelque chose que je fais à tous les jours. C'est mon 2e podcast à vie. Les prochains, je vais être moins pas bon, plus meilleur. Puis, comme je dis souvent, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Fait que j'y vais tranquillement, pas vite. Je vais essayer de ne pas ralentir le groupe. Oui, puis tu sais, on est là pour faire un podcast pour les producteurs. Fait que je pense qu'ils sont indulgents. C'est pas notre métier dans la vie. Hein, fait que on fait notre possible, puis on essaie de s'améliorer. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour le podcast.
C'est ce qui complète cet épisode. On doit remercier notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Ce balado est rendu possible grâce au travail de notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Merci à vous deux. Nos anciens épisodes sont disponibles sur les meilleures plateformes d'écoute en ligne et sur notre site web entre2traites.ca. Merci à tous et à bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.